femmes de la diplomatie camerounaise à Bruxelles se sont exprimées sur la Journée internationale de la femme. Madame Gongue Régine Aurore, ministre plénipotentiaire, premier conseiller, Madame Julie Josiane Emki, deuxième conseiller, et Madame Bizou Ngue, épouse, Christine Scholastique, conseiller culturel sur le leadership féminin et l'égalité homme-femme. Madame Aurore Ngoré, bienvenue sur la chaîne panafricaine Vision 4. Le 8 mars est une journée célébrée par les femmes et les filles du monde. Que représente la Journée internationale de la femme? C'est tout un honneur. Le 8 mars est d'abord une journée de commémoration. L'on commémore l'aboutissement d'une longue plaidoirie de femmes. L'on commémore le fruit d'un processus de lutte, de revendication et de débat à caractère politique, juridique, économique, social et culturel. Le 8 mars puise ses origines à travers la situation critique et le parcours silencieux des millions de femmes sans voix et sans tribune dans le monde entier. Et pour la commémorer, plusieurs repères historiques sont à ce titre illustratifs. La première référence historique remonte aux grèves déclenchées en 1857 et en 1911, autant pour moi, à New York, par des ouvrières de l'industrie textile, dénonçant leurs mauvaises conditions de travail et mauvais traitements qui se sont soldés par la mort par asphyxie d'un groupe d'ouvrières dans le lieu de travail. La deuxième référence est liée aux assises de la deuxième session de la Confédération internationale des femmes socialistes réunies à Copenhague le 8 mars 1910 et au cours de laquelle la célèbre journaliste allemande Clara Zetkin, considérée comme pionnière dans la lutte syndicale pour l'égalité des droits entre l'homme et la femme, lance l'idée de la création et de l'institutionnalisation d'une journée internationale de la femme. La troisième est l'institutionnalisation par Lénine, alors secrétaire du Parti communiste soviétique, de la journée internationale de la femme en souvenir de la date du 8 mars 1917, où les ouvrières de Saint-Pétersbourg manifestèrent pour réclamer du pain et le retour de leurs maris mobilisés dans le cadre de la Première Guerre mondiale. La quatrième référence, c'est l'organisation de manifestations d'envergure dans les principales villes de la France le 8 mars 1948. Alors, le 8 mars 1975, l'ONU vient trancher le débat sur la paternité du 8 mars et adopte par son Assemblée générale en 1977 une résolution consacrant officiellement la Journée internationale de la femme, ce qui lui confère un caractère, une dimension universelle, vidée de toute influence et de tout contenu idéologique et partisan. Le 8 mars, c'est aussi une journée de célébration, d'évaluation, de réflexion et de recommandation. L'on célèbre les acquis, les avancées enregistrées en termes de promotion, d'émancipation et de protection de la femme. L'on s'attelle à capitaliser ces acquis, mais aussi l'on identifie les freins, les entraves et les résistances, aussi les zones d'ombre non encore explorées. Et par la suite, l'occasion est donnée pour mener de nouvelles réflexions, d'élaborer des stratégies nouvelles. Y a-t-il des spécificités à un management féminin? Je dirais d'emblée non. Car répondre par l'affirmative correspondrait à ouvrir une fois de plus des portes à la stigmatisation du genre féminin. Cela renverrait également à accorder du crédit à la doctrine des droits dits spécifiques aux droits catégoriels des femmes. En effet, y aurait-il des droits entièrement à part dévolus à une frange d'humains à marge de l'universalité des droits consacrés par la Charte des Nations Unies de 1948? Je dirais non. Et si jamais c'était le cas, la génétique n'interférerait que dans une très faible mesure pour qualifier ou déterminer un leadership spécifiquement féminin. Je vous demanderai par conséquent à interroger le style managérial d'Angela Merkel ou de John Sirleaf, ou alors la détermination de Hillary Clinton à briguer un mandat présidentiel. Je pense, et je fais mien ce point de vue, que chaque être est unique, singulier et par conséquent différent de l'autre, indifféremment de son sexe. C'est ainsi qu'on verra deux femmes politiques ou leaders développer deux styles managériaux distincts, parfois diamétralement opposés. Idem pour les hommes. En somme, le leadership, le charisme ou la personnalité d'un individu, indifféremment de son sexe, reste tributaire, autant pour moi,
de l'éducation qu'il a reçue de ses parents, de l'environnement dans lequel il a évolué ou il évolue, de son histoire, de ses valeurs, des idéaux qu'il promeut, de ses dispositions psychiques et intellectuelles, de ses obédiences politiques, spirituelles, des relations et des échanges qu'il tisse et noue avec l'univers. Est-ce que pour vous, la participation des femmes à la prise de décision dans les sphères publiques est effective? Oui, absolument. Elle est effective, appréciable et louable. La longue et pénible plaidoirie des pionnières a porté du bon fruit. Et les indicateurs tout le long du chemin parcouru sont innombrables et à plus d'un titre illustratif. J'ai cité tantôt 2 personnalités féminines qui en sont l'exemple et un modèle admiratif. Les femmes ont progressivement investi les domaines stratégiques de prise de décisions politiques et publiques. Vous me permettrez bien entendu de jeter un regard sur l'État du Cameroun. Dans sa volonté de faire respecter le quota de participation de 30%, puis celui à la mode de 50-50, il a accentué l'accès des femmes aux stratégiques en les nommant à de hauts postes de responsabilité. Aujourd'hui, nous avons des femmes préfètes, des femmes sous-préfètes dans le commandement. Nous avons des femmes DG de structure. Signalons également la montée en trône des femmes aux dernières législatures de février 2020. Plus que par le passé, le nombre de femmes sénateurs, députés, maires, conseillers municipaux s'est accru avec un pourcentage chiffré à environ 33%. Toutefois, retenons que c'est un construit et le processus enclenché, bien que graduel, ne saurait s'arrêter que lorsque la femme aura pleinement joui des droits humains au même titre que l'homme. Et c'est pour cela qu'il est important pour les dames camerounaises de saisir fermement la perche que leur sert l'État du Cameroun, en ce sens qu'il affiche sa bonne disposition à réduire les inégalités. Il le fait en s'arrimant systématiquement aux standards internationaux, offrant ainsi une floraison d'instruments juridiques internationaux et communautaires dans notre corpus juridique. Par ailleurs, le législateur a procédé à un grand toilettage des lois internes rétrogrades et avilissantes qui maintenaient la femme dans un statut d'infériorité. Selon vous, qu'est-ce qui caractérise la femme? Ce sont les caractères génétiques qui confèrent à la femme sa féminité. La génétique nous enseigne que pour faire une fille, l'on croise un chromosome X avec un chromosome X. Pour faire un garçon, c'est le chromosome X avec le chromosome Y. C'est cette féminité qui fait d'elle un être différent de l'homme. Toutefois, tel que déjà mentionné tout à l'heure, le biologique ne saurait à lui tout seul déterminer le comportement de la femme. Il faudrait y associer son vécu, son histoire, son passé, etc. pour lui attribuer des traits distinctifs. Des lectures faites par le passé, j'ai relevé les avis de quelques auteurs européens qualifiant les traits distinctifs de la femme. Et ceci au cœur des débats féministes du XXe siècle. On lui attribue des qualificatifs de passivité, d'émotivité, de manque d'intérêt pour l'abstraction, de vulnérabilité, de caractère influençable. Je me suis alors posé la question de savoir si ce descriptif correspondrait également à la femme noire africaine. Peut-être oui, pour celle de l'après-période coloniale ou post-coloniale. Des périodes qui s'avèrent, nous le savons, être celles qui ont jeté les prémices de la soumission et de la dévalorisation de la femme africaine, du fait du transfert de mœurs et des chaînes en Afrique. Ce que nous souhaitons aujourd'hui, c'est de faire revisiter notre histoire précoloniale à nos enfants, où les onces de discrimination à l'égard de la femme n'étaient que chimères. À cette époque, les femmes étaient des reines, craintes et respectées. Qu'est-ce qui vous a attiré dans le domaine de la diplomatie? C'est une question qui me renvoie à mes amours d'autrefois. J'ai toujours été séduite par la diplomatie. J'avais de l'admiration pour les chefs d'État et les délégations qui les accompagnaient lors des grandes conférences.
Alors j'ai voulu en savoir plus sur ce métier. Et une fois diplomate, j'ai découvert que c'était un mélange à la fois de l'art, de la science et du raffinement. Et l'ordonnancement de ces harmoniques me conforte dans mon choix. Bienvenue sur la chaîne africaine de Madame Mki. Les sociétés ont évolué. Dans le cadre familial et domestique, est-ce que le partage des tâches doit être une norme ou une habitude entre l'homme et la femme? Je pense que parler de normes serait trop dire. Il est vrai dans les sociétés occidentales, on tend vers ça parce que dans ces sociétés-là, les tâches sont véritablement reparties dans la maison. Cela va jusqu'aux dépenses où on se dit dans le couple que aujourd'hui je sors la poubelle, demain c'est ton tour, cette semaine j'ai fait le ménage, demain tu fais à manger. Cependant, dans nos sociétés à nous, en Afrique, je parlerai du Cameroun parce que je connais mieux mon pays. Parler de normes, c'est trop dire parce que jusqu'à preuve de contraire, la femme reste celle-là qui porte le ménage, qui porte la famille. Même étant au travail, elle pense à la maison, elle pense à comment les enfants vont manger, elle pense à qu'est-ce qui se passe, est-ce que l'enfant est malade et tout. Du coup, ça lui donne un peu un stress par rapport à l'homme. Certes, la société évolue, ça je ne le démentirai pas. On voit de plus en plus des hommes qui s'impliquent dans les tâches ménagères, mais pas dans toutes les tâches ménagères. C'est souvent, parfois le repassage, quelquefois, ou alors, qu'est-ce que je dirais, accompagner les enfants à l'école, c'est tout. On a des femmes qui font tout à la maison, même changer les ampoules. Monsieur, il est là, il attend. La femme, elle sort du travail, elle doit encore tout faire. Je prendrai un exemple pour étayer un peu mon argumentation. J'ai un frère, je ne vais pas le citer, mais il se reconnaîtra, qui souvent, quand il est chez moi, je lui dis, tiens, tu peux te servir à manger. Il me dit non, il n'a pas été éduqué comme ça. Je lui dis, mais attends, quand même, tu vas souffrir quand tu vas te marier. Et je m'amuse souvent à lui dire, je comprends pourquoi tu n'es pas marié jusqu'à présent. Donc pour lui, être à la cuisine, c'est, je ne sais pas comment dire, c'est pas bon pour un homme. L'homme, c'est fait pour être au salon, c'est fait pour aller au bureau. Ce que vous oubliez, vous les hommes, c'est que la femme travaille déjà aussi. La femme travaille, elle occupe des postes de responsabilité. Elle n'a pas toujours seulement la maison à sa charge. Elle a aussi d'autres occupations au travail qui, bon, je ne dirais pas qu'ils ne sont pas compatibles, mais je vais le dire, qui ne sont pas souvent compatibles avec le travail à la maison. Et de ce fait, elles sont amenées à prendre des femmes de ménage. Pour ma part, je pense que je pencherai plus vers le partage des tâches à la maison. Il faut bannir en fait, si nous partons du principe qu'il faut bannir les stéréotypes sur les femmes, il ne faudrait pas se dire que la femme doit faire tout à la maison. Normalement, il faut faire des compromis dans un couple. Un couple qui s'entend, un couple qui s'aime, fait des compromis dans la maison. Le mari voit bien que madame, elle n'est pas bonne à tout faire, excusez-moi du terme. Et de ce pas, il pourrait, pourquoi pas, aider sa femme. De par le monde, la société a intégré plusieurs normes, notamment l'égalité entre l'homme et la femme. Est-ce qu'il y a encore des barrières à faire sauter? Les êtres humains naissent égaux. Normalement, on ne devrait pas parler d'inégalité entre l'homme et la femme. Parce que la Déclaration universelle des droits de l'homme, adoptée par l'Assemblée générale des Nations unies en 1948, pose déjà le principe et nous dit clairement et simplement que tous les êtres humains naissent égaux. Pourquoi devrait-on s'encombrer des termes tels que inégalité? Cependant, l'un des plus grands défis
en matière de droits fondamentaux est justement celui de l'égalité de sexe. Partout dans le monde entier, les femmes sont en première ligne des inégalités, sans parler des discriminations et des violences subies dans la sphère professionnelle et privée. Peu de femmes sont aujourd'hui des PDG. Les employeurs ont tendance à les considérer naturellement comme des mères au foyer. Comme autre barrière à lever, je dirais qu'il faut assurer une égalité des chances dans l'accès au travail et aux postes de direction. Au poste de prise de décision véritable. Et à cet effet, je tiens à dire merci au président de la République, son Excellence Paul Biya, qui a récemment valorisé la diplomatie camerounaise en nommant 3 dames diplomates à la tête de nos représentations diplomatiques, notamment en Côte d'Ivoire, au Gabon et tout récemment à La Haye. En tant que femme, dans le monde, il y a 903 viols par jour. Les chiffres sont de l'Office des Nations Unies contre le viol et la drogue. Selon vous, que faut-il faire pour résoudre ce fléau? Je commencerai par dire que le viol fait partie de l'une des violences faites aux femmes. Le viol est un crime aux conséquences très graves. Cependant, il reste largement impuni. Je pense que pour essayer de réduire les viols dans le monde, il faudrait développer une éducation à la formation. Il faudrait établir des politiques de tolérance zéro à l'égard du harcèlement et de la violence sexuelle. Davantage garantir le droit des victimes de pouvoir déposer une plainte, avoir accès aux juridictions compétentes, améliorer la prise en charge des victimes, une prise en charge psychologique. Selon vous, comment faire pour éradiquer la violence infligée aux femmes et aux filles? Les actes de violence à l'encontre des femmes et des filles sont de plus en plus réprimés dans le monde. Nous avons l'Assemblée générale des Nations unies qui a adopté en 1993 la déclaration sur l'élimination de la violence à l'égard des femmes, à savoir les violences d'ordre psychologique, les viols conjugaux, le harcèlement et les agressions sexuelles, le mariage précoce, l'élimination des violences faites aux femmes et à la jeune fille passe aussi par la sensibilisation de l'opinion publique sur les causes et les conséquences de la violence. La mise en place des plans d'action destinés à préciser ou alors je dirais à prévenir et à combattre les violences contre les femmes, la coordination entre les différents acteurs afin de mener des actions significatives et durables. L'instinct maternel est souvent mis en avant, la maman protectrice. Pourtant, dans les rues, il y a encore de plus en plus d'enfants abandonnés. Comment expliquez-vous ce phénomène? Ce phénomène d'abandon d'enfants s'explique par plusieurs causes. Elles auraient des difficultés financières, elles se trouveraient dans l'incapacité physique, psychologique d'élever un enfant. Elles seraient pour la plupart du temps des adolescentes immatures. Généralement aussi dans nos sociétés, les femmes se retrouvent souvent seules, abandonnées par leur mari, abandonnées par leur conjoint et n'arrivent pas à subvenir aux charges des enfants et sont obligées, c'est trop dit, mais je vais quand même utiliser ce terme-là pour certaines, d'abandonner leurs enfants.
Pas parce qu'elles le veulent forcément, hein. Pas parce qu'elles le veulent, mais parce qu'elles n'ont pas le choix. Une maman qui n'arrive pas déjà à s'assumer seule se retrouve abandonnée par le papa qui est parti pour des raisons parfois inconnues, qui fuit ses responsabilités, n'a pas le choix. Elle est obligée souvent de ramener ses enfants dans des centres, pour celles qui n'abandonnent pas, hein, parce que c'est vrai que beaucoup abandonnent, mais la plupart prennent aussi sur elles. Ces dernières années, une majorité des femmes africaines ont occidentalisé leur aspect physique. Pourquoi cet effet de mode, décrié parfois par les femmes, a pris de l'ampleur? Pour moi, cette question, je la situerais peut-être dans l'héritage colonial. Et je crois que ça ne concerne pas la femme africaine. Moi, je dirais que ça concerne l'Africain en général. Parce que l'Africaine a été dépossédée de sa culture, dépossédée de sa coutume, dépossédée de nos langues. Bref, notre civilisation a été annihilée. Par exemple, vous et moi, nous nous communiquons, nous vivons, nous nous vêtissons, nous nous communiquons avec les langues, une langue qui ne nous appartient pas. On se vêtit par l'environnement dans lequel, par rapport à l'environnement dans lequel on se trouve. Donc, c'est ce passé colonial qui agit. Bon, maintenant, particulièrement pour la femme africaine, je crois qu'aujourd'hui, nous devons dire qu'elle prend de plus en plus conscience de son état. Et je crois qu'elle rentre dans ses propres valeurs, parce qu'il faudrait que nous comprenions qu'il y a des valeurs positives dans notre mode de vie. Nous ne devons pas seulement copier ce que nous voyons dans l'environnement occidental. Certes, on dit l'homme est le produit de son milieu, mais nous avons notre tradition qui valorise. Nous savons qu'en Afrique, la femme est valorisée. Et aujourd'hui, quand vous parlez de l'aspect physique qui change, je crois que vous parlez de la dépigmentation qui choque. En réalité, c'est de ça. Parce que moi, je dis quelque part, certaines cherchent à se renier. Bon, qu'on appelle communément, j'ai découvert l'expression dans les réseaux sociaux, le Jansang, comme on dit, qu'aujourd'hui, on refuse. Peut-être parce que dans l'environnement, nous croyons que le blanc est un modèle et nous voulons jusqu'à changer notre couleur de peau. Et qui fait que quelque part, ça crée des torts, ça crée des maladies. Donc, il faudrait que nous croyons, il faut de l'assurance. Moi, je crois qu'aujourd'hui, la femme doit... Celles qui vont jusqu'à ce niveau, je crois qu'elles n'ont pas de l'assurance en elles-mêmes. Elles devraient se rassurer, avoir confiance en elles, savoir qu'elles sont belles d'abord. Je crois que notre teint, la femme noire, elle est belle avec ses atouts et tout. Pour ma part, donc je crois qu'aujourd'hui nous décrions, parce que quand vous-même vous dites que c'est décrié, parce qu'aujourd'hui on décrit. Et moi ici à Bruxelles où je suis, je vois des jeunes filles qui osent de plus en plus aujourd'hui s'habiller en africaine, bien que nous soyons, vous savez, avec des saisons en hiver, mais moi-même j'aborde mon foulard, j'aborde ma tenue africaine, je peux mettre mon manteau sous ma tenue africaine. Donc il faudrait que nous nous valorisions, parce que se dépigmenter et se maquiller, c'est deux choses différentes. Parce que la femme doit mettre en valeur sa beauté. On ne devrait pas dire que la femme mettre le rouge à lèvres. Là, moi, je me suis maquillée. Mettre son rouge à lèvres, mettre son fond de teint, ça ne dévalorise pas la femme. Mais c'est une manière dévergondée de s'habiller. Quelque part, c'est insolent pour la femme africaine. Donc, de grâce que nous revenions dans nos propres valeurs, que nous ne copions pas pour copier, parce que je vais un peu citer le professeur Thomas Melone. C'est lui qui disait que la négritude est le propre du nègre, comme c'est le propre du zèbre de porter les zébrures. Donc, quoi que nous fassions, nous sommes des Africains, on restera africains. Les femmes sont de plus en plus actives. Comment faites-vous pour concilier la vie professionnelle et la vie familiale? Bon, je crois que la femme, c'est un être exceptionnel qui a été créé par Dieu. Et je crois que la femme porte la famille. Pour cela, quelle que soit la casquette qu'elle arbore, que ce soit une femme rurale, que ce soit une Bayam Selam, ou que ce soit une femme au bureau, je crois qu'elle n'oublie pas ce côté de maman. Donc, je ne sais pas, nous sommes obligés de concilier les deux. Parce que lorsqu'on travaille, je sors, je sais que je fais mon programme, je sais que mon travail, je viens au bureau, je travaille avant de partir de chez moi, j'organise ma maison parce que je suis là pour m'occuper de ma famille. Donc les femmes, comme j'ai dit à l'entame, quel que soit le niveau qu'elles ont, elles ont toujours été actives.
Donc, celle qui est au bureau n'est pas plus active que celle qui est au village, parce que celle-là, de plus, qui se lève à 6 h du matin, 5 h parfois pour être au champ, et avant qu'elle n'aille au champ, quelquefois c'est le bois qu'elle a déjà cherché, et elle revient du champ pour s'occuper de sa petite famille. C'est comme ça, nous sommes des êtres exceptionnels, des créatures exceptionnelles par Dieu. Dans le monde, on compte 20 femmes chefs d'État et de gouvernement. Quel a été le rôle de la femme face à cette pandémie de la Covid-19 et comment la femme perçoit cette situation d'un point de vue social et économique? Oh. Est-ce que la femme ne vit pas dans un vase clos? La femme, je crois que la pandémie de la Covid-19 affecte tout le monde. Bon, peut-être on dira que peut-être plus la femme, je ne sais pas, peut-être parce que comme j'ai dit précédemment, c'est la mère qui porte la famille. Mais je crois que cette pandémie, nous la vivons tous. Elle est stressante, mais on essaie un peu de protéger autant que faire se peut nos familles. Je crois que c'est de ça qu'il s'agit. Sur le plan économique, je crois que c'est difficile. Pour cette femme qui se lève au petit matin, surtout lorsqu'on dit ici on met les quarantaines et tout, qui ne peuvent plus se mouvoir. Il y a des femmes qui faisaient des petits boulots qui sont maintenant en crise parce que vous savez qu'il y a certaines femmes qui sont devenues par la force des choses des chefs de famille. Peut-être parce que monsieur a perdu son boulot. Entre-temps, c'est elle qui faisait le petit boulot, qui faisait nourrir la famille. Maintenant que tout est devenu avec cette Covid, vous voyez beaucoup de gens qui perdent de l'emploi, ça devient très très difficile pour la femme, donc elle est aussi impactée. Et vous savez, lorsque la femme n'a pas de ressources, ne peut pas, c'est toute la famille. Lorsque la mère tombe, c'est toute la famille. C'est vrai, on dit que l'homme porte, c'est lui le toit. C'est comme une maison où l'homme est le toit et la femme est le ministre de l'Intérieur. Mais quand on imagine que le toit qui n'est plus là, qui ne peut rien et que la femme aussi est impactée, je crois que c'est grave. Donc ça affecte et c'est très stressant. C'est très stressant. Donc les femmes sont autant impactées par cette pandémie que les hommes. Bon, sur le plan économique, je resitue un peu chez nous. Par exemple, j'imagine chez nous en Afrique, c'est vrai que l'ampleur n'est pas comme ici. Dieu merci, le Seigneur est en train de nous épargner, mais elle est autant affectée parce que quand elle se lève le matin avec cette idée que bon, demain, ce sera la quarantaine, on va tout fermer, qu'est-ce qu'elle fera? Comment elle fera nourrir, comment elle va nourrir la famille? Donc je crois que c'est ça. Et vivement que vraiment qu'une solution, parce que nous levons juste les yeux vers le ciel pour qu'ils viennent un peu mettre un terme à cette pandémie qui paralyse la vie de tout le monde. Dans certains pays, la prostitution est réglementée. Dans des pays africains, c'est une problématique qui est à cheval entre le respect des valeurs traditionnelles et la modernité. Faudrait-il interdire ou la réglementer? Chaque société a ses valeurs, comme vous avez dit. Nous avons nos valeurs africaines et nos valeurs traditionnelles et l'Occident en a les siennes. Je crois que cette question, je ne sais pas mon point de vue quand vous dites, parce que je crois que j'ai dit en Afrique, on valorise la femme. Ce n'est pas que dire que bon, peut-être la femme prostituée n'est pas valorisée, ce n'est pas ce que je voudrais dire. Mais je voudrais seulement dire qu'en tant qu'Africaine, nous avons nos valeurs. Nous avons des trucs, par exemple, qui sont légalisés chez nous, par exemple la polygamie. Alors qu'en Occident, par exemple, les pays, ça ne s'accepte pas parce que ça, la polygamie rentre dans le cadre de nos valeurs traditionnelles. Donc je crois que c'est une question que les États africains peuvent étudier, vont étudier, mais je ne pense pas parce que, comme j'ai dit, la mère, la femme, c'est la mère, c'est le nerf même de la famille et tout. Donc, je ne pense pas que lorsque le moment arrivera, je crois que nous ne faisons pas de la concurrence entre les civilisations. Donc, à chaque civilisation, j'ai dit ses valeurs. Et nous sommes au carrefour du donner et du recevoir, donc nous puisons ce qui est positif peut-être ici et nous laissons ce qui est négatif et nous faisons avec. Donc c'est mon point de vue, donc c'est difficile pour moi de me prononcer. En 1977, l'ONU a déclaré officiellement la Journée internationale des droits des femmes. Quels conseils donnez-vous aux jeunes filles? Depuis 1977,
le 8 mars a été déclarée la journée internationale des droits des femmes. Internationale des droits de femmes, parce que nous savons, parce que les hommes ont tendance à rire, que les femmes, tous les... Non, il s'agit justement de l'égalité de chance qu'on devrait donner. On sait que les sexes sont différents. Le 8 mars, comme les gens croient, ce n'est pas, on ne lutte pas pour une égalité de sexe, mais on lutte pour l'égalité de chance. C'est pour ça que les jeunes filles doivent croire en leur potentialité. Elles doivent oser, c'est de ça qu'il s'agit. Parce que vous savez vous-même que depuis le bas âge, les jeunes filles, on a essayé de mettre dans l'idée des jeunes filles qu'elles, ils ont des jeux, les jeux sont sexuels, elles doivent jouer à la poupée, elles doivent jouer à la maman, à la cuisinière et tout. Pendant ce temps, le petit garçon joue au ballon et tout. Donc, et même à l'école, on s'est dit des filières pour filles, les filières pour garçons. Non, aujourd'hui, cela a changé. Cela a changé. Donc, on montre à la jeune fille qu'elle peut devenir ingénieure électromécanicien, elle peut être pilote d'avion, elle peut être, vous voyez, les femmes, elles sont à la NASA, elles sont partout. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Dire à la jeune fille, aujourd'hui, pour moi, je dis à la jeune fille que non, prends conscience, tu peux oser, tu es capable de faire. Donc, il n'y a pas un frein à ton épanouissement. Il suffit de vouloir et on peut. Donc, il faut se battre. Il ne faut pas être complexé, c'est de ça qu'il s'agit. Il ne faut pas reculer. Lorsqu'on a une idée, on doit se battre pour trouver sa place au soleil. Donc, elles doivent croire à leur potentialité. C'est sur ces mots que s'achève cette édition. Quant à moi, je vous donne rendez-vous pour le prochain numéro.